12 jours avant Noël, j'ai oublié mes clés et je suis retournée dans la cuisine de ma sœur pour les récupérer. Elle n'a pas entendu la porte. Elle parlait à mon mari, d'une voix basse et calme, certaine que j'étais déjà partie. L'endroit est le même, dit-elle. Mens-lui, comme tu le fais toujours. Je suis restée dans le couloir. Je n'ai pas bougé. Puis sa voix, plus douce. Elle ne demandera même jamais. Quelque chose en moi s'est tu. Pas brisé. Silencieux, comme une pièce le devient juste avant de changer pour toujours. J'ai ramassé mes clés, dit bonne nuit, et je suis sortie. Et avant même que le moteur ne soit chaud, j'ai fait la seule chose qu'aucun d'eux ne me croyait capable de faire. Mon nom est Lillian Williams, et j'ai 35 ans. Pendant 5 ans, j'ai donné mon corps aux cliniques de fertilité pour l'enfant que mon mari jurait vouloir. Ce que je ne savais pas, debout dans ce couloir, c'est que chaque mur qui m'entourait, chaque dollar, chaque chose silencieuse qui soutenait nos vies, portait déjà mon nom. Et j'étais sur le point de le leur rappeler. Je veux que vous compreniez quelque chose à propos de ce couloir. Je n'ai pas eu le souffle coupé. Je n'ai pas laissé tomber les clés que j'étais revenue chercher. 12 ans à garder mon sang-froid dans des salles d'opération avaient appris à mon corps à se taire quand tout en moi hurlait. La tension d'un patient chute, un moniteur se met à sonner, et vos mains restent stables pendant que votre esprit sprinte. C'est cette version de moi qui se tenait dans le couloir de Rachel. J'ai écouté ma sœur dire à mon mari de me mentir comme il l'avait toujours fait. Et j'ai catalogué la scène, de la même manière que je cataloguerais un dossier médical. 2 voix, une cuisine, un lieu qui était apparemment le même qu'il avait toujours été. Je suis retournée dans la cuisine comme si je n'étais jamais partie. Rachel rinçait un verre de vin. Ryan était adossé au comptoir, son téléphone à la main. J'ai pris mes clés dans le petit plat près du grille-pain et j'ai dit, j'avais oublié ça. Merci pour le dîner, Ra. Envoie-moi un message quand tu seras bien rentré. Et ma sœur, sans se retourner, a dit, toujours, ma sœur. Toujours. Elle ne s'est même pas entendue. Je suis montée dans ma voiture. Mes mains étaient stables sur le volant. Et cette stabilité m'effrayait plus que des tremblements ne l'auraient fait, car stable signifiait que j'avais déjà décidé quelque chose, sans même savoir encore quoi. Je n'ai pas pris la direction de la maison. J'ai tapé une adresse dans mon téléphone, une adresse où je m'étais rendue une 12aine de fois auparavant. Toujours sur le siège passager, toujours après une piqûre et une mauvaise heure sur une table d'examen. L'auberge Birchwood, à Fairview, à 90 minutes au nord. J'ai quitté l'allée de ma sœur et j'ai dirigé la voiture vers le seul endroit dont je n'avais jamais, pas une seule fois, pensé à me méfier. L'autoroute était déserte à cette heure tardive. Juste mes phares, les catadioptres, et un esprit qui ne cessait de tourner. Fairview. Il disait toujours Fairview. Dîner de clients à Fairview. Un compte régional à Fairview. Une conférence qui s'éternisait à Fairview. Et en 8 ans, je ne lui avais jamais demandé dans quelle partie de Fairview, car Fairview était aussi l'endroit où se trouvait notre clinique de fertilité. Et pour moi, Fairview signifiait l'espoir et le deuil, pas l'alibi d'un homme. J'ai dépassé un panneau vert qui indiquait Fairview 42 miles. Et j'ai serré le volant un peu plus fort. Voilà le truc. Je n'arrêtais pas de tourner en rond. L'auberge Birchwood était l'endroit où nous séjournions, celui qu'il réservait pour nous. Après chaque ponction, après chaque transfert, il insistait sur le fait que je ne devrais pas avoir à rentrer en voiture en souffrant. Même auberge, même chambre. Il était si tendre à ce sujet que je racontais à mes amis la chance que j'avais. Et maintenant, je conduisais pendant 90 minutes dans le noir, vers un hôtel que j'associais à sa gentillesse, parce que je ne parvenais soudainement plus à me souvenir d'une seule fois où il m'avait laissé réserver moi-même. Le hall de l'auberge Birchwood était chaleureux et tamisé. Un faux feu crépitait dans une cheminée en pierre, et des guirlandes étaient suspendues le long de la réception. Un jeune homme était de service, peut-être 22 ans, avec un badge au nom de Dylan. Je me suis approchée comme si j'étais chez moi, parce que je l'avais été, ou du moins je le croyais. « Bonsoir, dis-je. Je pense que mon mari a oublié quelque chose dans notre chambre la dernière fois. » Quel air.
Je voudrais juste vérifier l'historique des réservations pour pouvoir vous décrire les dates. Le visage de Dylan s'illumina. Monsieur Keller, bien sûr, c'est l'un de nos habitués. Chambre 218, comme d'habitude. Il était déjà en train de taper, et sur le petit écran tourné vers moi, une colonne de séjour a commencé à s'afficher, ligne après ligne, remontant sur des années. J'ai gardé un visage agréable. À l'intérieur, quelque chose de froid et de lucide se propageait dans ma poitrine. Un séjour, j'aurais pu l'expliquer. Mais une colonne entière, la plupart durant des week-ends où il m'avait dit être complètement ailleurs, n'était pas quelque chose qu'une personne peut expliquer. Puis Dylan a levé les yeux, et son sourire est devenu légèrement perplexe. Vous avez l'air différente de la dernière fois, Madame Keller. Je n'ai pas scié. C'est vrai, dis-je. J'ai changé de coiffure récemment. Il a hoché la tête, soulagé d'avoir une réponse, et est retourné à l'écran. Mais tout mon corps s'était figé, car je n'avais pas changé de coiffure. Je porte mes cheveux foncés et longs depuis mon internat. Et Dylan, doux et inconscient, a penché la tête comme s'il réconciliait deux images. Le châtain clair vous va bien aussi, a-t-il offert. Mais vous avez toujours ce rire, par contre. On ne m'a jamais décrite comme la femme au rire facile. C'était quelqu'un d'autre. C'était une femme plus légère, plus jeune, plus lumineuse, que ce garçon avait vu entrer plus d'une fois dans la chambre 218 en tant que Madame Keller, au bras de mon mari. Je l'ai remercié. J'ai dit que je demanderais à Ryan d'appeler pour l'objet perdu. Et je suis retournée dans le froid et je me suis assise dans ma voiture sur le parking de l'auberge Birchwood, fixant une fenêtre éclairée au 2e étage. Et pour la première fois, je me suis permis de poser la question par son nom. Une jeune femme, cheveux châtain clair, toujours en train de rire. Je ne connaissais qu'une seule personne au monde qui correspondait à cette description, et je l'avais élevée. Pour comprendre pourquoi je suis restée assise sur ce parking au lieu de foncer chez ma sœur et de briser toutes les fenêtres qu'elle possédait, vous devez comprendre qui j'étais bien avant que Ryan Keller ne prononce mon nom. J'avais 19 ans quand notre mère est morte. Rachel en avait 15. Notre père, Gordon, était un homme bon, mais si profondément enfoui dans son propre chagrin que, pendant 2 ans, il a surtout regardé la télévision, et il fallait bien que quelqu'un s'assure qu'une adolescente puisse aller à l'école avec de l'argent pour le déjeuner et un mot d'autorisation signé. Cet quelqu'un, c'était moi. J'ai appris à remplir des papiers d'assurance avant d'apprendre à boire légalement. J'ai appris que si j'étais la plus forte, si je gérais les choses, alors le sol sous nos pieds à tous les 3 tiendrait bon. Cette conviction a maintenu ma famille en vie. C'est aussi, comme je l'apprendrai bien plus tard, la chose exacte que 2 personnes ont utilisée contre moi. Il y a une couverture dont je dois vous parler, car elle revient plus tard. Dans les derniers mois de sa vie, ma mère tricotait une couverture de bébé, jaune pâle. Pas de bébé particulier en tête, juste quelque chose pour occuper ses mains quand la chimio la fatiguait trop pour faire autre chose. Elle ne l'a jamais fini. Elle est restée dans un tiroir de ma maison, une demi-couverture avec les aiguilles encore dedans, pendant 16 ans. Avant de mourir, elle m'a pris la main et m'a dit, « C'est toi la plus forte, Lil. » J'ai dit que je le serais. Je le pensais de tout mon cœur, et j'ai tenu cette promesse, si complètement que je n'ai jamais imaginé une seule fois que ma sœur aurait besoin qu'on veille sur elle à cause de ce qu'elle m'avait fait. J'ai rencontré Ryan en 2015. J'avais 25 ans, 3 ans de carrière en tant qu'infirmière anesthésiste, épuisée de cette manière spécifique à une femme qui a été la personne responsable depuis l'adolescence. Il était charmant, chaleureux, et il me prêtait une attention que personne ne m'avait accordée depuis des années. Lors de notre premier vrai rendez-vous, il s'est penché par-dessus la table et a dit, « Tu portes tout le monde. Laisse-moi te porter pour une fois. » Je me souviens de cette phrase comme si elle était gravée en moi. Laisse-moi te porter pour une fois. Ce que je n'ai pas dit aux gens, parce que ça semblait peu généreux, c'est que c'est moi qui ai payé le dîner ce soir-là. Discrètement, à l'avance, j'avais donné ma carte au serveur parce que Ryan avait mentionné que son compte courant était un peu bas cette semaine-là. Il a porté un toast au fait de prendre soin de moi, autour d'un repas que j'avais acheté. Je me suis dit que c'était adorable.
8 ans plus tard, je m'assiérais et ferais enfin le calcul de qui avait réellement porté qui. Nous nous sommes mariés en octobre 2017. Et voici le fait sur lequel tout le reste repose, donc je veux le dire clairement. Je suis une infirmière anesthésiste certifiée. Dans une année normale, je gagne environ 180 000 $. Ryan est représentant pharmaceutique. Dans une bonne année, avec les primes, il touche environ 72. L'acompte pour notre maison, 60 000 $, provenait de la succession de ma mère, de la petite assurance vie qu'elle m'avait laissée spécifiquement à moi. L'acte de propriété ne porte qu'un seul nom. Le mien, Lillian Williams. Rien de tout cela n'était un stratagème. Je n'ai jamais caché $1. C'était plus simple et plus triste que ça. Ryan aimait être le soutien de famille, et j'aimais voir Ryan heureux. Alors, lors des dîners, quand il disait « Je prends soin de ma famille », je souriais et laissais la phrase faire son effet, et seulement dans ma tête. Quelqu'un devait le laisser dire ça. Je signais les chèques, et je le laissais récolter les lauriers. Je me disais que c'était ce que faisait une femme généreuse. Je ne comprenais pas encore qu'un homme qui a besoin d'être perçu comme celui qui soutient tout, finit par en vouloir à la personne qui le fait vraiment. Et Rachel, quand elle a fini ses études et qu'elle dérivait, je l'ai gardée près de moi. J'ai aidé avec son loyer. J'ai couvert une réparation de voiture, puis une autre. J'ai payé pour un programme d'études supérieures qu'elle a commencé et n'a pas terminé. Je l'ai fait avec joie, à cause d'une promesse faite à une mourante, parce que je l'aimais, et parce qu'être nécessaire était la seule langue que j'ai jamais parlé couramment. Elle me serrait dans ses bras et disait « Tu es plus une mère qu'une sœur pour moi, Lil. » Je lui répondais que c'est ce que fait la famille. J'ai donné à ma petite sœur tout ce que j'avais. Il ne m'est sincèrement jamais venu à l'esprit qu'elle déciderait qu'elle voulait aussi mon mari. Voilà donc la femme sur le parking. Pas une idiote, pas un paillasson. Une femme qui avait passé toute sa vie à être le mur porteur dans chaque pièce où elle se trouvait, et qui était sur le point d'apprendre ce qui arrive à un mur quand les gens qui s'appuient dessus décident qu'il n'a jamais rien fait du tout. Le désir d'un enfant est venu lentement, puis d'un seul coup. Nous avons essayé de manière ordinaire en 2018 et 2019, et rien ne s'est passé, et Ryan a commencé à parler d'héritage, de famille, et d'une maison trop silencieuse. En 2020, nous avons commencé la FIV. J'ai payé pour chaque cycle, environ 18 000 $, et nous en avons fait 5. Donc, près de 90 000 $ au fil des ans. Tout cela provenait de mes revenus. Pas une seule fois je ne le lui ai jeté au visage. Je me faisais les injections moi-même dans la salle de bain après des gardes de 12 heures, parce que je sais manier une aiguille et parce qu'il y avait rarement quelqu'un à la maison pour m'aider. Une jeune infirmière de la clinique a vu mon dossier un jour et m'a dit doucement « Vous vous faites les injections vous-même » Et j'ai répondu « J'ai fait des choses plus dures avec moins de sommeil. » Je le disais comme une force. Avec le recul, c'était juste la solitude déguisée en force. La clinique était Hartwell Reproductive à Fairview. Et c'est là qu'un détail que je chérissais prend un goût d'acide, alors soyez patient. Ryan s'occupait toujours de l'hôtel. Toujours. Même auberge, même chambre, disait-il. Tu ne devrais pas avoir à rentrer en voiture en souffrant. Il connaissait le personnel de la réception de Birchwood par leur nom. Il demandait spécifiquement la chambre 218. Je pensais qu'un homme qui mémorise le numéro de la chambre où sa femme se remet est un homme attentionné. Je n'ai jamais demandé pourquoi il était si à l'aise dans un hôtel que nous n'étions censés visiter que quelques fois par an. Rachel était toujours là pour les moments difficiles. C'est ce que je vous aurais dit il y a un mois, et je l'aurais dit avec les larmes aux yeux. À chaque cycle raté, elle débarquait avec des plats à emporter et me laissait pleurer sur son canapé. « N'abandonne pas, Lil », disait-elle en me lissant les cheveux. « Ça va arriver. Continue d'essayer. » Une fois, elle m'a tendu une petite bouteille de vitamine prénatale avec un ruban et m'a dit « Pour quand ça marchera ?» Je les gardais dans le placard comme un talisman. « Continue d'essayer », disait-elle. Je comprends maintenant qu'une femme qui couche avec votre mari a une raison très précise de vous vouloir distraite, sous médicaments, et occupée par un espoir sans fin.
Et il y avait un rythme que je n'avais jamais remarqué jusqu'à ce que je me mette à chercher. Chaque fois que Ryan revenait d'un voyage de travail à Fairview, Rachel appelait le lendemain matin pour prendre de mes nouvelles. Si prévenante, si attentionnée. Le lendemain matin, à chaque fois. J'avais l'habitude de penser que ma sœur et mon mari avaient simplement de bons instincts pour savoir quand j'étais au plus bas. Il ne m'est pas venu à l'esprit qu'ils se coordonnaient autour du même calendrier. Nous avons perdu 2 grossesses. La première en 2021, précoce, silencieuse, dévastatrice de la manière privée dont une perte précoce est dévastatrice. Et la dernière le 9 mars 2024. Je dois vous parler de cette nuit-là, car c'est la charnière sur laquelle toute l'histoire tourne, et parce qu'à l'époque, ce n'était que la pire nuit de ma vie, et pas encore la pire des trahisons. J'ai commencé à saigner à la maison dans la soirée. C'était grave. J'ai appelé Ryan et il était à Fairview. Bien sûr qu'il y était, pour une urgence client, et il a dit, « Chérie, je ne peux pas rentrer ce soir. Il y a un problème avec le compte. Je suis tellement désolée. Va à l'hôpital et je serai là à la première heure. » J'y suis allée seule. Je me suis assise seule dans une salle d'urgence et j'ai perdu le dernier enfant que nous essaierions jamais d'avoir, et je l'ai rappelé depuis le lit, et la deuxième fois, il n'a pas décroché. Je me souviens avoir fixé les dalles du plafond, les comptant, prononçant son nom dans un téléphone qui ne faisait que sonner. Ils m'ont mis un bracelet en papier au poignet cette nuit-là, avec la date imprimée dessus. Je l'ai gardé. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je l'ai mis dans une petite boîte à souvenirs avec les affaires de ma mère. Et là, dans l'allée de Rachel il y a un mois, dans la voiture, sur l'autoroute, sur le parking de l'auberge Birchwood, se trouvait la pensée qui avait enfin fait surface après 21 mois sous l'eau. Je ne lui ai jamais demandé une seule fois où il était à Fairview cette nuit-là. Le chagrin vous fait cesser de poser des questions. Et ça, j'allais finir par comprendre, c'était exactement ce sur quoi il avait compté. Je suis rentrée de l'auberge Birchwood à 2 heures du matin. Je n'ai pas réveillé Ryan. J'ai fait du café. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine et je me suis connectée à notre banque. Dans la barre de recherche, j'ai tapé un seul mot, Fairview, et l'écran a commencé à se charger. Je suis une personne de détail. C'est toute ma profession. Les dosages, le timing, la différence que fait une décimale. Alors, je n'ai pas ragé devant les relevés bancaires. Je les ai organisés. J'ai filtré des années de dépenses avec les mots Birchwood et Fairview. Et j'ai créé une feuille de calcul. Et j'ai vu un schéma se dessiner à partir de chiffres qui avaient été sous mes yeux depuis le début. L'auberge Birchwood, Fairview, encore et encore. Une colonne de débit remontant à 2021, la plupart les week-ends. Et à côté de cette colonne, j'en ai construit une deuxième. Ce que Ryan m'avait dit qu'il faisait à chacune de ces dates, tiré de vieux textos que j'avais encore. Les 2 colonnes ne correspondaient pas, et pas qu'un peu. Il y a eu une semaine en 2022 où il m'avait texté, coincé à la conférence de Denver. Semaine brutale. Tu me manques. J'ai retrouvé le texto. Je l'ai. Cette même semaine, 3 nuits à l'auberge Birchwood à Fairview. Et quand j'ai cherché sur les relevés le mot Denver, des vols, des hôtels, des repas, n'importe quoi, il n'y avait rien, pas un seul débit. Il n'avait jamais été à Denver. Il avait été à 90 minutes au nord, dans la chambre 218, et il m'avait envoyé une photo d'un bar d'hôtel qu'il avait probablement trouvé sur Internet. Pendant que je faisais ça, j'ai fait quelque chose de petit qui allait compter plus que je ne le pensais. J'ai envoyé un texto à ma collègue Colline, une infirmière anesthésiste avec qui je travaille depuis des années, quelqu'un qui couvre parfois des cas à l'hôpital de Fairview, et j'ai demandé aussi nonchalamment que possible à 3 heures du matin si elle avait déjà séjourné au Birchwood. Elle m'a répondu une minute plus tard, de garde de nuit, éveillée comme moi. Le Birchwood, c'est drôle. Je jure avoir vu Ryan là-bas une fois. Je me suis dit que c'était pour le travail. Je me suis dit que c'était pour le travail. J'ai fixé ces mots. J'avais pensé exactement la même chose. 2 femmes intelligentes. Et nous nous étions toutes les 2 raconté la même histoire arrangeante à propos du même homme.
J'ai continué à faire défiler. Je suis arrivé à mars 2024 et mon doigt a ralenti sur le trackpad, car je savais déjà. De la même manière que votre corps connaît une date avant que votre esprit ne la rattrape. Ce que j'allais trouver, c'était là. Un débit à l'auberge Birchwood, Fairview, daté du 9 mars. Je suis restée assise, très immobile. Puis je me suis levée, je suis allée dans le placard de la chambre, j'ai pris la boîte à souvenirs et j'ai trouvé le bracelet en papier de l'hôpital, je l'ai ramené à la cuisine et je l'ai posé sur la table à côté de l'ordinateur portable. Le bracelet indiquait le 9 mars 2024. Le débit indiquait le 9 mars, la même date à mon poignet et sur sa note de chambre. L'une marquait la nuit où j'ai perdu notre enfant, seul dans un hôpital. L'autre marquait la nuit où il s'est enregistré dans un hôtel. Je veux être honnête sur ce que furent ces heures suivantes, car j'ai entendu des gens décrire des moments comme celui-ci comme un cœur qui se brise, et ce n'était pas ça. C'était plus froid, plus chirurgical que ça. J'ai d'abord confirmé la chronologie. J'ai sorti mes propres dossiers d'hôpital. J'y ai accès. Je sais comment faire. Et j'ai mis l'heure d'admission à côté du reçu de l'hôtel. Pendant que je perdais notre dernier bébé, il était à 90 minutes de là en train de s'enregistrer, mais un reçu d'hôtel ne me disait que sa présence. Il ne me disait pas encore qui était avec lui, et j'ai découvert, assise dans ma cuisine sombre, que j'avais besoin de savoir. Alors le lendemain matin, j'ai appelé l'auberge Birchwood et j'ai pris la voix enjouée et pressée d'une femme qui règle une question de facturation, et j'ai posé des questions sur un séjour en mars, disant que je vérifiais un rapport de dépenses. L'employé l'a trouvé facilement, cette réservation. 2 clients, madame. Comme d'habitude pour monsieur Keller. 2 clients. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ces 3 mots ont fait plus de dégâts que l'affaire elle-même, car, comme d'habitude, signifiait que la femme dans la chambre 218 n'était pas une inconnue, pas une erreur d'un soir, pas un dérapage dû à l'alcool. Elle était une habitude. Elle était la routine. Elle avait une habitude. La pire nuit de ma vie, il ne s'était pas tourné vers une nouvelle tentation dans un moment de faiblesse. Il était allé voir la personne qu'il allait toujours voir. Je n'ai pas crié. Je veux que vous le sachiez, car c'était important pour moi, même à ce moment-là. Je suis allé au tiroir où la couverture inachevée de ma mère avait vécu pendant 16 ans. Et je l'ai sorti, et je l'ai posé sur la table à côté du bracelet et des relevés bancaires, les 3 choses ensemble. Et je me suis fait une promesse aussi claire que celle que j'avais faite à ma mère. Je ne vais pas tout réduire en cendres. Je vais tout démonter, pièce par pièce, avec les preuves en main. Si je dois souffrir comme ça, je vais souffrir dans un but précis. Je n'avais toujours pas de nom que je pouvais prouver. Je le savais au plus profond de moi. Cheveux châtain clair, toujours en train de rire. Une femme avec une habitude, mais savoir et prouver sont 2 choses différentes. Et j'avais construit toute ma vie sur cette différence. Cet après-midi-là, Rachel est passée pour déposer un plat à gratin qu'elle avait emprunté, bavardant sur les vacances, et elle a posé son sac à main sur une chaise de ma cuisine et est allée dans l'autre pièce pour utiliser la salle de bain. Et son téléphone, face vers le haut sur le comptoir, s'est allumé avec un message. Je ne l'ai pas touché. J'ai juste lu ce que l'écran montrait, car il en montrait beaucoup. Un message d'un contact enregistré sous le nom de R. Il disait « J'ai hâte de vous voir, toi et le bébé, ce week-end. » Même endroit. R, je l'ai lu 3 fois. Toi et le bébé. Même endroit. R, et puis j'ai baissé les yeux sur le sac à main qu'elle avait laissé ouvert sur ma chaise. Je ne suis pas fière d'avoir regardé, mais j'avais cessé de pouvoir me payer le luxe de la fierté quelque part aux alentours du 9 mars. Alors, pendant que l'eau coulait dans ma salle de bain, j'ai regardé dans le sac ouvert de ma sœur, et j'ai vu 2 choses. La première était une bouteille de vitamine prénatale. La même marque, exactement la même marque qu'elle m'avait tendue avec un ruban une fois en disant « Pour quand ça marchera ». Je me souviens avoir pensé, debout là, que ça avait marché, juste pas pour moi. La seconde était une photo d'échographie pliée, un sonogramme. Et j'en ai vu plus que ma part. Alors je l'ai lu comme j'aurais lu un dossier médical.
Environ 20 semaines, datées du mois précédent, novembre 2024, terme prévu en mars. Terme prévu, si je veux être précise sur la cruauté de la chose, presque exactement un an après le mois de mars où j'ai perdu le mien. Rachel est revenue dans la cuisine en s'essuyant les mains, et j'avais déjà fermé le sac et reculé de 3 pieds, et j'avais arrangé mon visage en quelque chose derrière lequel une personne pouvait se cacher. Elle a dit quelque chose à propos du plat. J'ai répondu quelque chose. Je ne me souviens pas de quoi. Je faisais des calculs, parce que le sonogramme me disait quand, et le quand était un couteau en soi. 20 semaines en novembre signifie une conception en été. L'été 2024, qui était l'été juste après que j'ai finalement, et discrètement, arrêté d'essayer, après que le dernier cycle raté ait brisé quelque chose en moi que je n'avais dit à personne être brisé. Pendant que je pleurais la fin de toute possibilité d'être mère, eux deux commençaient un enfant ensemble. Ma sœur portait le bébé de mon mari, conçu dans la même saison où j'ai abandonné le mien. Je me tenais dans ma propre cuisine et je sentais le fantôme de chaque plat, de chaque, continue d'essayer, de chaque bouteille de vitamines avec un ruban, se réarranger en quelque chose de monstrueux. Elle ne m'avait pas réconforté dans ma perte. Elle m'avait géré autour de son propre gain. Et voici le choix que j'ai fait dans cette cuisine, car c'est le choix sur lequel tout le reste de ma vie a tourné. J'ai regardé ce sonogramme. Un bébé qui n'avait rien choisi de tout cela, qui était aussi innocent que je l'avais été le 9 mars. Et une partie furieuse et endeuillée de moi voulait en faire un dommage collatéral. Et j'ai décidé sur le champ que je ne le ferais pas. J'avais passé ma vie à refuser de laisser le chagrin me rendre cruel. Je n'allais pas laisser ces deux personnes être celles qui finiraient par changer ça. Mais j'ai aussi fait un calcul beaucoup plus simple, debout là, souriant à ma sœur. Un bébé a besoin d'une chambre d'enfant. Une chambre d'enfant a besoin d'une maison, et ils avaient apparemment déjà choisi la mienne. Je pouvais le sentir dans la forme du message. Même endroit, dans l'aisance de deux personnes qui supposaient un avenir. Ils avaient choisi une chambre d'enfant dans ma maison. Ils avaient juste oublié de demander à qui appartenait l'acte de propriété. Cette nuit-là, j'ai posé le sonogramme sur la table de la cuisine, à côté de l'acte de propriété de ma maison, et j'ai regardé les deux documents côte à côte, et j'ai compris exactement quel serait le prochain acte. Le lendemain matin, Ryan est rentré d'une réunion, arborant une expression douce et répétée que je ne lui avais jamais vue auparavant, et il a dit « Lil, nous devons parler, doucement ». Et j'ai su que la représentation avait commencé. J'avais juste l'intention d'en être la metteuse en scène. Il m'a fait asseoir à la table de la cuisine comme si c'était une intervention qu'il faisait pour mon propre bien. Il m'a pris la main. Il avait l'air, je lui accorde ça, sincèrement triste. De la façon dont un homme a l'air triste quand il est sur le point d'obtenir quelque chose qu'il veut et qu'il a décidé de se sentir mal à ce sujet après coup. Les années d'essai, dit-il, elles ont brisé quelque chose en nous. Ce n'est la faute de personne, Lil. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Je pense que nous savons tous les deux qu'il est temps. Et je veux faire ça avec gentillesse. Pas d'avocat qui se lance des bombes. Juste deux personnes qui se respectaient, qui terminent avec grâce. La faute de personne. Il a vraiment dit, la faute de personne. Et j'étais assise là, avec un reçu d'hôtel daté du 9 mars, plié dans le tiroir à 3 pieds de son genou. Et j'ai hoché la tête lentement, comme une femme qui absorbe une nouvelle difficile. Il avait apporté des papiers, une ébauche d'accord de séparation, imprimée, posée doucement sur la table comme un mouchoir offert à quelqu'un qui pleure. C'est comme ça qu'il l'a présenté, comme une miséricorde. Et j'ai compris que la douceur était la stratégie. S'il pouvait me garder reconnaissante, me faire sentir comme la partie les ait traités avec générosité, je signerais n'importe quoi pour préserver ma dignité. Puis il en est venu à la partie qui l'intéressait vraiment. Tu ne devrais pas avoir à continuer à vivre ici, dit-il, si tendrement que ça m'a retourné l'estomac, dans la maison où tu les as perdus. Il serait plus sain pour toi d'avoir un nouveau départ ailleurs. Laisse-moi te décharger de la maison. Je la gérerai. Je m'occuperai de tout. Tu n'auras pas à y penser. Te décharger de la maison. Il a utilisé l'expression exacte. La maison.
De la même manière plate et possessive qu'elle était apparue dans le texto de Rachel. Même scénario. 2 personnes, un plan, et aucun d'eux ne savait que la femme qu'ils étaient en train de gérer avait déjà lu la fin. J'ai demandé, en gardant ma voix petite, « Tu garderais la maison ?» C'est juste logique, a-t-il dit. Pratiquement. Pratiquement. Il voulait me reloger gentiment hors de ma propre maison, la maison que j'ai achetée, pour que lui et ma sœur enceinte puissent y élever leur enfant, et il me vendait ça comme une thérapie. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Et cet après-midi-là, les preuves me sont pratiquement tombées dans les mains. Ryan avait laissé son téléphone sur le comptoir, en haut-parleur, pendant qu'il sortait les poubelles, et un appel est arrivé, et j'ai entendu la voix de Rachel remplir ma cuisine, facile et certaine, ne sachant pas que j'étais à 10 pieds de là. Une fois qu'elle aura signé et déménagé, a dit ma sœur, on ramène le bébé à la maison. Elle ne se battra pas contre toi, Ryan. Elle ne le fait jamais. Elle ne se bat jamais pour rien. Elle ne se bat jamais. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, mon téléphone déjà en train d'enregistrer. Je l'avais lancé à la seconde où j'avais entendu sa voix. Et j'ai écouté ma petite sœur expliquer à mon mari que tout leur plan reposait sur une seule hypothèse. Que Lilian ferait ce que Lilian faisait toujours. Absorber, gérer, maintenir la paix, abandonner la maison avec grâce et une recette de gratin. Ils avaient bâti tout leur avenir sur une version de moi qui était morte quelque part aux alentours du 9 mars, et ils n'avaient même pas remarqué l'enterrement. Ryan est revenu, a pris son téléphone et n'a jamais su que j'avais entendu un mot. Il m'a regardé avec ce visage doux, patient, victorieux, et il a dit, « Alors, as-tu eu le temps de réfléchir ? Je crois vraiment que c'est la manière la plus douce pour nous deux. » Et j'ai dit doucement, « Je pense que tu as raison. » J'ai vu le soulagement l'envahir. Je l'ai vu croire qu'il avait gagné. Il a souri, m'a serré l'épaule et a dit, « Je savais que tu comprendrais. Tu comprends toujours, Lil. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Toujours. » Les mêmes mots que ma sœur avait utilisés dans son couloir. Toujours. Et pendant une seconde, quelque chose dans mes yeux a dû changer, car une lueur de confusion a traversé son visage, comme un homme qui a posé le pied sur un sol qu'il croyait solide et l'a senti bouger. Puis c'est passé, et il a décidé qu'il avait imaginé, et il est allé annoncer la bonne nouvelle à ma sœur. Il pensait que j'avais capitulé. Ce que j'avais réellement fait, c'était de choisir la pièce et la date pour la fin de sa vie telle qu'il la connaissait. Voici ce qu'ils ont oublié, tous les deux, pendant qu'ils se félicitaient de la douceur avec laquelle ils me détruisaient. Ils ont oublié de vérifier à quel nom quoi que ce soit était enregistré. J'ai passé les jours suivants à faire discrètement ce que je fais de mieux. J'ai sorti l'acte de propriété et l'ai lu comme j'aurais dû les obliger à le lire il y a des années. Un nom, Lilian Williams. 60 000 $ d'acompte de la succession de ma mère. Le prêt hypothécaire entièrement garanti par mes revenus. J'ai appelé la banque et confirmé ce que je savais déjà. Que Ryan, avec son salaire, sans moi, ne remplissait pas les conditions pour reprendre le prêt, ne pouvait pas garder la maison, ne pouvait même pas la refinancer. Il voulait me décharger de la maison. La maison n'avait jamais été entre ses mains. Ça n'avait jamais été un « nous ». Ça avait toujours été, légalement, financièrement et de toutes les manières qui importeraient à un tribunal, un « je ». Puis j'ai coupé la ligne de vie, calmement. En un après-midi, mon café refroidissant, j'ai transféré mon dépôt direct sur un compte qui n'appartenait qu'à moi. J'ai changé le bénéficiaire de ma retraite, qui avait été lui, et j'ai annulé les cartes supplémentaires, celles de mes comptes qu'il utilisait depuis des années pour l'essence, les dîners et le style de vie qu'il aimait dire aux gens qu'il fournissait. Chaque carte qu'il utilisait fonctionnait grâce à moi. Pas pour très longtemps, ai-je décidé. L'écran affichait, carte supplémentaire annulée, et mon propre solde était là, intact, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Stable, pas engourdi. Stable. J'ai vu un avocat, une seule fois, brièvement, parce que je crois qu'il faut être sûr de ses appuis avant d'y mettre tout son poids. Pas pour lancer des bombes, pas pour faire un spectacle, juste pour confirmer. Elle a lu l'acte de propriété, la structure des comptes, m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, bien propre, votre nom,
vos revenus. Ce n'est pas vous qui devriez vous inquiéter. Je l'ai remercié. Je n'avais pas besoin d'un tribunal. J'avais besoin d'une table de cuisine et de toute ma famille assise autour, car c'était la partie du plan qui comptait. Ryan voulait une fin à l'amiable, privée, une dissolution tranquille où il gardait la maison et l'histoire. Et où je gardais ma dignité et ma bouche fermée. J'allais lui donner tout le contraire de l'intimité. J'ai envoyé un message de groupe à la famille, à Ryan, à Rachel, à mon père Gordon, à quelques parents qui seraient en ville. Dîner de réveillon de Noël, chez nous, 18h. J'ai quelque chose à partager cette année. Rachel a répondu dans la minute, avec 3 points d'exclamation, parce que bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai hâte. Est-ce que je peux apporter quelque chose? J'ai regardé ça un moment. Puis j'ai tapé en retour, juste toi. Et j'ai appuyé sur envoyer. Vivre dans la même maison que Ryan pendant ces derniers jours, arborant le visage de l'épouse mature, gracieuse, qui déménage tranquillement, a été le rôle le plus difficile que j'ai jamais joué. Il n'arrêtait pas de me complimenter à ce sujet. Tu gères ça avec tellement de maturité, a-t-il dit un soir. Et j'ai répondu, il faut bien que l'un de nous le fasse. Et je l'ai laissé penser que c'était de la résignation. J'avais une enveloppe craft dans un tiroir verrouillé, avec 3 documents dedans, dans un ordre spécifique. Et chaque fois qu'il louait ma grâce, je pensais à cette enveloppe. Rachel est venue aider à décorer. Elle se tenait dans mon salon, enceinte de l'enfant de mon mari, accrochant un ornement en forme de petite famille à mon arbre. Et elle s'est tournée vers moi, les yeux humides et sincères, et a dit, « Sois douce avec lui, Lil. Il traverse aussi une période difficile. Sois douce avec lui. » Ma sœur, qui portait la preuve de ce qu'ils avaient fait, me demandant d'être douce avec l'homme avec qui ils l'avaient fait, j'ai souri et lui ai dit que je ferais ce que je pensais juste. Et j'ai pensé à l'enveloppe. Il y a eu une nuit où j'ai failli craquer. Tout le monde était parti et la maison était sombre, à l'exception de l'arbre. Et je me suis assise par terre devant, et j'ai sorti la couverture inachevée de ma mère du tiroir et je l'ai tenue sur mes genoux. Et je lui ai parlé, ce que je ne fais pas souvent. J'ai veillé sur elle, maman. J'ai fait tout ce que tu as demandé. Je ne sais pas comment je suis censée continuer à veiller sur elle après ça. Je me suis laissée pleurer pendant exactement 5 minutes. J'ai chronométré, comme je chronométrerais tout ce qui pourrait m'échapper. Puis je me suis essuyé le visage, j'ai plié la couverture et je me suis dit, plus que 2 jours. La dernière chose que j'ai faite la veille au soir, c'est de disposer les 3 documents une dernière fois et de les mettre en ordre. L'acte de propriété, le relevé du 9 mars avec le bracelet de l'hôpital attaché, le sonogramme. Dans cette séquence. Pour que chacun fasse son effet avant le suivant. L'acte de propriété, puis la date, puis le bébé. Que ça vienne lentement. Que la pièce ressente chacun d'eux. Et puis j'ai réalisé que j'avais besoin de quelque chose avant d'entrer dans ce dîner. J'avais besoin qu'une personne ait vu la vraie moi. Pas le mur, pas la gestionnaire, pas la femme qu'on reloge gentiment. J'avais besoin d'un témoin de qui j'étais vraiment. Alors, j'ai appelé Colline et lui ai demandé de me retrouver pour un café. J'ai tout raconté à Colline dans la banquette d'un dîner où nous avions passé d'innombrables fins de garde de nuit. C'était la première fois que je disais tout ça à voix haute, et ma voix est restée plus stable que je ne l'aurais cru, et elle a écouté sans jamais me dire de me calmer ou de voir les 2 côtés de l'histoire. Quand j'ai eu fini, elle a tendu les mains par-dessus la table, a pris les miennes et a dit, « Tu les as tous portés pendant des années. Laisse-moi porter cette heure avec toi. » Et je n'ai pas pleuré, mais c'était proche, car j'avais sincèrement oublié ce que ça faisait d'être soutenue au lieu de soutenir. Elle a lu les documents que j'avais apportés, et elle a signé une note confirmant qu'elle les avait examinés, au cas où j'aurais un jour besoin que quelqu'un dise qu'elle avait vu les originaux, puis elle est restée silencieuse un moment, faisant tourner sa tasse de café, et elle a dit, « Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur Fairview. » J'ai attendu. Je l'ai vu là-bas plus d'une fois, a dit Colline, au Birchwood. Je t'ai dit que je pensais que c'était pour le travail, mais il y avait une femme avec lui 1 ou 2 fois. Jeune, cheveux châtain clair, toujours en train de rire. Elle l'a dit d'un air désolé, en observant mon visage.
J'ai failli te dire quelque chose. Chaque fois, je me disais que ce n'était pas mes affaires, que ce n'était pas mon rôle. Je suis tellement désolée, Lyle. J'aurais dû dire quelque chose. Cheveux châtain clair, toujours en train de rire. La même description d'un réceptionniste d'hôtel à 90 minutes de là, d'une femme de l'autre côté d'une table de dîner, correspondant à un visage que je connaissais depuis qu'il avait 15 ans. Pas une coïncidence, pas une supposition. 3 personnes distinctes, au fil des ans, avaient vu la vérité passer devant elles. Et j'avais été la seule à qui on avait dit, encore et encore, de ne pas regarder. J'ai dit à Colline que ce n'était pas sa faute, que toute la conception de la chose dépendait du fait que tout le monde suppose que c'était les affaires de quelqu'un d'autre. Puis elle m'a serré les mains une dernière fois et m'a regardé intensément. « Quoi que tu fasses demain, a-t-elle dit, ne les laisse pas faire de toi la méchante de ta propre histoire. » Je lui ai promis que je ne le ferais pas. Puis je suis rentrée chez moi pour préparer le dernier dîner de Noël de mon mariage. Ils sont tous arrivés à 18h. L'arbre était illuminé. La nourriture était bonne. Mon père, Gordon, était assis en bout de table, racontant une histoire de tempête de neige d'il y a 20 ans. Rachel rayonnait d'une manière que je comprenais maintenant. Ryan n'arrêtait pas de croiser mon regard avec un petit signe de tête rassurant. Le signe de tête d'un homme qui croit que sa femme difficile se montre très bonne joueuse. Il y avait une enveloppe Kraft à côté de mon assiette, face cachée. Personne n'a posé de questions à ce sujet. Nous n'avions même pas encore servi le plat principal quand Ryan a tapé sur son verre et s'est levé. Il voulait le faire à sa manière, gentille, contrôlée, devant des témoins qui se souviendraient de sa grâce. Avant de manger, dit-il, d'une voix chaude et stable, Lyle et moi avons une nouvelle à vous annoncer. Nous avons pris une décision difficile ensemble, et nous voulons que vous l'entendiez de notre part. Nous allons nous séparer à l'amiable, avec beaucoup d'amour et de respect, et nous vous demandons de nous soutenir tous les deux à travers cette épreuve. Il m'a regardé avec une tendresse étudiée, prêt à intégrer ma soumission silencieuse à son histoire. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Puis j'ai posé ma main sur l'enveloppe et j'ai dit, en fait, c'est moi qui ai des nouvelles. Le sourire de Ryan est resté sur son visage, mais quelque chose derrière s'est figé. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai sorti le premier document, je l'ai posé au centre de la table, et je l'ai fait glisser vers lui. Tu m'as dit que tu voulais me décharger de la maison, dis-je. Alors, j'ai pensé que tout le monde devrait voir l'acte de propriété. Je les ai laissés regarder. Il n'y a qu'un seul nom dessus. Le mien. L'acompte vient de la succession de notre mère. Le prêt hypothécaire est basé sur mes revenus. Ryan, la maison n'a jamais été à toi. Elle n'a même jamais été à moitié à toi. Son sourire s'est finalement brisé. Gordon s'est penché en avant, lisant, et j'ai de nouveau fouillé dans l'enveloppe, car l'acte de propriété n'était que le début, et le deuxième document était celui qui allait changer la température de la pièce. J'ai sorti le relevé bancaire du 9 mars, avec le bracelet en papier de l'hôpital attaché, et je les ai posés côte à côte au centre de la table, où la lumière les éclairait. J'ai gardé ma voix égale. Cette égalité était tout l'enjeu. Le 9 mars de l'année dernière, dis-je, j'ai perdu notre dernière grossesse, seule dans une salle d'urgence. Je t'ai appelé, Ryan, et tu as dit que tu étais coincé à Fairview avec un client. Tu n'as pas décroché la deuxième fois. J'ai touché le relevé. Ceci est un débit de cette même nuit. L'auberge Birchwood, Fairview, chambre 218. Je l'ai regardé. La nuit où j'ai perdu notre bébé, seul, tu t'es enregistré, et la réservation était pour 2. La pièce est devenue silencieuse de cette manière spécifique qui a un son. Mon père était debout, et j'ai fait la chose qui a transformé un divorce en un règlement de compte. Je me suis tournée lentement vers la chaise à côté de mon mari, vers ma sœur, dont la main avait glissé sur son ventre. Et tu sais déjà qui était dans cette chambre avec lui, dis-je. N'est-ce pas, Rachel ? J'ai sorti le troisième document et je l'ai posé doucement sur la table à côté de l'acte de propriété et du relevé. Le sonogramme. Personne ne parlait. Le visage de Rachel était devenu blanc.
Gordon regardait de l'échographie à sa plus jeune fille et inversement, et j'ai vu un homme comprendre quelque chose en temps réel, vieillir de 5 ans en le faisant. 20 semaines, dis-je doucement. Terme prévu en mars. Presque exactement un an après que j'ai perdu le mien. J'ai laissé ça s'installer. Puis je les ai regardés tous les deux, mon mari et ma sœur, et j'ai dit la chose sur laquelle ils avaient bâti tout leur plan en supposant qu'elle n'était pas vraie. Vous avez fait vos arrangements en supposant que je resterais silencieuse, que je signerais et déménagerais, et que je vous laisserais la maison, parce que Lilian ne se bat jamais. Lilian gère les choses. J'ai regardé Rachel. Tu lui as dit ça au téléphone. Tu ne savais pas que j'écoutais. Je les ai laissés absorber le fait que je l'avais entendu, que je l'avais. Alors, voici la partie que vous n'aviez pas prévue. Les cartes avec lesquelles vous vivez tous les deux sont les miennes. La maison est à moi. La vie dans laquelle vous alliez emménager a été payée, de A à Z, par moi. À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Chaque carte est déjà annulée. Les comptes sont déjà séparés. Il n'y a rien ici à prendre pour aucun de vous deux, car rien de tout cela n'a jamais été à vous. Ryan a commencé à dire mon nom. Rachel a commencé à pleurer, tendant la main vers moi, disant « Lil, ma sœur, s'il te plaît, tu ne comprends pas. » Et c'était le moment dont Colin m'avait prévenu, le moment où j'aurais pu devenir comme eux. J'ai regardé ma sœur et la petite courbe de son ventre. Et j'ai senti tout le poids de la promesse que j'avais faite à notre mère et tout le poids de ce qu'il m'avait fait. Et j'ai choisi la seule version de cette histoire qui me permettait d'être encore moi-même le lendemain matin. Cet enfant, dis-je, et ma voix était stable et basse, n'a rien choisi de tout ça. Il est aussi innocent que je l'étais le 9 mars. Alors, je ne vais pas le punir. Je ne m'en prendrai pas à toi pour le bien du bébé, Rachel, mais j'ai fini de payer pour tes mensonges. J'ai fini d'être le mur sur lequel vous vous êtes tous les deux appuyés pendant que vous disiez à tout le monde que j'étais un poids mort. Je me suis levée. J'ai poussé l'enveloppe avec les 3 documents au centre de la table, où ils pouvaient tous s'asseoir et la regarder. Tout ce que vous étiez sur le point de prendre était déjà à moi. Joyeux Noël. Et j'ai pris mon manteau, et je suis sortie par ma propre porte d'entrée dans la neige qui tombait. Et je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Pour la première fois depuis plus d'années que je ne pouvais en compter, je suis sortie et je n'ai pas senti que j'avais besoin de la permission de quiconque pour respirer. Les retombées sont venues rapidement, et je n'ai à peine eu besoin d'être présente pour cela. C'est ce que les gens ne comprennent pas à propos d'une vie construite sur une seule personne qui la soutient discrètement. Quand elle lâche prise, rien n'a besoin d'être poussé. Tout s'effondre tout seul. Sans mes revenus et mes cartes, le style de vie que Ryan aimait raconter s'est effondré en quelques semaines. Il ne pouvait pas reprendre le prêt hypothécaire. Il n'avait jamais rempli les conditions pour le faire. Il ne pouvait pas maintenir la version de lui-même qu'il avait vendue à tout le monde à chaque dîner, car cette version avait toujours fonctionné grâce à moi. Il m'a envoyé des textos plus d'une fois. Un message que je garde, non par cruauté, mais parce que c'est la chose la plus vraie qu'il m'ait jamais écrite. Il disait, « Lil, s'il te plaît, je ne peux pas faire ça sans toi. » Je l'ai lu et j'ai noté qu'il m'avait enfin, à la toute fin, dit la vérité. Il ne pouvait pas faire ça sans moi. Il ne l'avait jamais fait sans moi. Il avait seulement raconté à tout le monde qu'il le faisait. Je n'ai pas répondu. J'ai gardé la maison. Bien sûr, j'ai gardé la maison. Elle a toujours été la mienne, mais la garder semblait différent de ce que c'était avant. Pendant 8 ans, ces murs avaient contenu leur histoire. Son rôle de soutien de famille, ma complicité silencieuse, une chambre d'enfant que nous avions essayé, échoué, et sur laquelle on nous avait menti. J'ai traversé les pièces et j'ai décidé qu'elles ne devaient plus contenir que mon histoire. La petite pièce au bout du couloir, celle que je m'étais un jour laissé imaginer comme une chambre d'enfant, celle qu'ils avaient apparemment déjà assignée à un bébé qui n'était pas le mien. Je l'ai vidée et j'en ai fait une pièce pour moi, un endroit pour lire, un endroit pour être une personne et non une fonction. Mon père est venu à la maison peu de temps après, quelques semaines après ce Noël, et il a appelé d'abord, ce qu'il ne fait jamais. Gordon est un homme qui se présente sur les perrons sans prévenir, avec un gratin et un bulletin météo. Un appel de sa part signifiait qu'il avait répété.
Quand j'ai ouvert la porte, il se tenait sur le perron, son chapeau tournant entre ses deux mains, le froid déjà sur son visage, et j'ai compris qu'il était resté assis dans son camion, dans mon allée, un bon moment avant de se décider à frapper. Il ne m'a pas serré dans ses bras tout de suite. Il m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui a eu un accident et qui insiste pour dire que tout va bien, me scrutant pour déceler des dommages que je pourrais cacher. « Est-ce que tu manges ?» a-t-il dit. C'est tout le vocabulaire d'amour de mon père. « Est-ce que tu manges ?» Je lui ai dit que oui, j'ai mis du café à chauffer, et il a déambulé au rez-de-chaussée comme le font les vieillards quand ils ne trouvent pas la première phrase. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la petite pièce au bout du couloir, celle que j'avais vidée. Je l'ai regardé prendre note du fauteuil de lecture, de la lampe, du fait simple qu'il n'y avait pas de berceau et qu'il n'y en aurait jamais. Et je l'ai vu faire le calcul de ce que cette pièce avait failli être, et de ce qu'elle était maintenant. « Tu as fait ça toute seule, a-t-il dit, ce n'était pas une question. » Je fais la plupart des choses toute seule, ai-je répondu. C'est sorti plus doucement que ça ne l'aurait été un mois auparavant. Il a hoché la tête à cela, et quelque chose a bougé derrière ses yeux, et il s'est assis à ma table de cuisine comme si ses jambes avaient décidé de la conversation pour lui. Il a enroulé ses deux mains autour du café que j'ai posé et ne l'a pas bu. « Je dois dire quelque chose, a-t-il dit. Et j'ai besoin que tu me laisses aller jusqu'au bout, parce que ça fait 20 minutes que je me trompe dans ce camion. » Il a attendu que je m'assoie. Quand ta mère est morte, je me suis arrêté. Tu le sais. Je me suis assis dans un fauteuil et j'ai laissé la télévision me parler pendant 2 ans, et une fille de 19 ans a élevé sa sœur, payé les factures, signé les formulaires de l'école, et ne m'a jamais demandé une seule fois d'être un père, parce qu'elle voyait que je n'en avais pas la force. Il a levé les yeux. Je ne t'ai jamais remercié pour ça, Lilian. J'étais un homme adulte et je n'ai jamais prononcé ces mots. Je t'ai laissé être la plus forte parce que c'était plus facile que de l'être moi-même. Et puis je suis restée là à regarder tout le monde dans cette famille te faire exactement la même chose, jusqu'à cette table la veille de Noël. Et je me suis raconté le même mensonge confortable à chaque fois. Lilian va bien. Lilian gère les choses. Je n'ai rien dit. Il y a des moments où l'on n'intervient pas. On se contente de tenir la porte ouverte et de laisser une personne passer. Ta mère, sa voix s'est brisée sur le mot, comme elle le fait encore 16 ans après. Tu sais ce qu'elle m'a dit à la fin? Pas seulement à toi, à moi. Elle a dit, prends soin de nos filles, de toutes les deux. Il a pressé son pouce fort sur le dessus de la table. Et j'ai laissé ça se transformer en une fille qui prend soin de l'autre. Ce n'est pas ce qu'elle m'a demandé. C'est ce que j'ai permis, parce que ça ne me coûtait rien, et ça t'a tout coûté. Et c'était là. La chose que je ne savais pas que j'attendais d'entendre depuis 8 ans. Tu n'as rompu aucune promesse envers elle, a dit mon père. Tu l'as tenue plus longtemps et plus durement que quiconque n'avait le droit de le demander. Prendre soin de ta sœur n'a jamais été censé signifier lui tendre toute ta vie pour qu'elle y mette le feu. Ta mère n'aurait pas voulu ce qu'ils t'ont fait. Elle serait fière de ce que tu as fait exactement à cette table. Il s'est arrêté et s'est forcé à terminer. Et elle aurait honte du reste d'entre nous pour t'avoir fait faire ça toute seule. J'ai été dans la pièce pour de nombreux derniers soupirs. Je connais l'immobilité particulière d'un corps qui lâche enfin quelque chose qu'il portait depuis trop longtemps. Je l'ai senti se produire dans ma propre poitrine, assise en face de mon père. 21 mois d'une culpabilité que je n'avais même jamais exprimée à voix haute, qui s'apaisait d'un seul coup. Puis il a demandé des nouvelles de Rachel, parce qu'il est aussi son père, et il ne pouvait pas ne pas le faire. J'ai essayé de lui parler, a-t-il dit. Je n'ai pas encore les mots. Je ne sais pas si je les aurai d'ici le printemps. Je ne sais pas ce qu'une personne est censée faire avec une fille qui, il n'a pas fini cette phrase non plus. Je ne te demande pas de lui pardonner, Lil. Je veux être clair là-dessus. Je ne vais pas me tenir dans ta maison et te demander d'être la plus intelligente à nouveau. Tu as été la plus intelligente toute ta vie. Tu as le droit d'être juste blessée. Je ne suis pas prête, dis-je. Je ne le serai peut-être jamais. Et j'ai décidé que c'était permis aussi. Il a hoché la tête, comme si c'était la bonne réponse, et peut-être la seule honnête. Puis il a dit la chose la plus difficile,
et je l'ai aimé pour l'avoir dite, car il aurait pu s'en cacher pour toujours. Il va y avoir un bébé, a-t-il dit lentement. En mars, et je suis restée éveillée à essayer de comprendre comment un homme est censé se sentir à propos d'un petit enfant qui est venu au monde de cette manière. Si j'ai même le droit de l'aimer. Si l'aimer serait une trahison envers toi. Il m'a regardé avec des yeux humides et effrayés, un vieil homme demandant à sa fille une permission qu'il était certain de ne pas avoir le droit d'obtenir. Et je la lui ai donnée, parce que j'avais déjà pris cette décision des semaines plus tôt, dans la même cuisine, en regardant un sonogramme et en choisissant de ne pas laisser un enfant payer pour ce que ses parents avaient fait. Papa, dis-je, ce bébé n'a rien fait à personne. C'est ton petit enfant. Tu as le droit de l'aimer. Tu devrais l'aimer. Aimer cet enfant, ce n'est pas les choisir plutôt que moi. C'est juste être le genre de père que maman t'a réellement demandé d'être. J'ai tendu la main et j'ai posé la mienne sur la sienne. Sois un grand-père. Sois un bon. Une personne dans cette famille devrait pouvoir aimer ce bébé sans que tout le reste ne s'y attache. Mon père a mis son visage dans sa main libre et a pleuré comme pleurent les hommes de son âge, silencieusement, honteux, totalement incapable de s'arrêter. Et j'ai tenu sa main sur ma propre table de cuisine, dans la maison qui était la mienne. Et j'ai réalisé que j'étais en quelque sorte redevenue la plus forte, mais cette fois par choix, pour quelqu'un qui l'avait mérité. Et cela ne ressemblait pas à être utilisé. Cela ressemblait, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, à être simplement qui je suis. Avant de partir, il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, son chapeau de nouveau dans ses mains, et il a dit, presque pour lui-même, ta mère avait une couverture qu'elle était en train de faire, jaune. Elle n'a jamais pu la finir. Il ne savait pas que je l'avais gardée. Gardée dans un tiroir pendant 16 ans. J'ai toujours souhaité que quelqu'un ait fini cette couverture. Je lui ai dit que j'y penserais. Il m'a serré dans ses bras alors, enfin, fort et maladroit et bien trop longtemps, et il est rentré chez lui dans le noir. Et j'ai rouvert la boîte à souvenirs, celle avec les affaires de ma mère et le bracelet en papier. Et cette fois, quand j'ai soulevé le couvercle, je n'ai pas pleuré d'avoir perdu quelque chose. Je me suis assise avec la couverture inachevée de ma mère, celle de couleur jaune pâle avec les aiguilles encore dedans après 16 ans, et je l'ai finie. Rangée par rangée, maladroitement au début, puis mieux. Pas pour l'enfant que j'avais perdu, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je l'ai fini pour la femme que j'étais en train de devenir, celle qui était sortie dans la neige et avait senti ses propres poumons fonctionner. Il y a maintenant un formulaire sur ma table de cuisine, sur l'accueil familial, sur les différentes formes qu'une famille peut prendre quand on cesse de laisser les autres définir celles qui comptent. Je ne l'ai pas encore rempli. Je le ferai peut-être. L'important, c'est que c'est mon choix maintenant, selon mon propre calendrier, en mon nom. De la manière que j'apprends. De la manière dont tout dans ma vie aurait dû être depuis le début. J'ai parlé à ma mère une dernière fois quand la dernière rangée a été terminée. J'ai tenu ma promesse, maman, dis-je. J'ai veillé sur elle. J'ai veillé sur elle aussi longtemps que veiller sur elle ne signifiait pas me perdre moi-même. Et j'ai posé la couverture finie sur mes genoux, dans la pièce qui n'appartient qu'à moi. Dans la maison qui n'a jamais été qu'à moi. Et pour la première fois, cela ne ressemblait pas à une fin. Cela ressemblait à la première chose honnête que j'avais tenue depuis des années. Ryan a passé 8 ans à mentir sur où il était. Il m'a fallu une nuit pour savoir exactement où je me tenais, sur un terrain dont il n'a jamais su qu'il se tenait dessus. Je ne sais pas ce que demain réserve. Et pour la première fois en 8 ans, ce n'est pas une peur. C'est la question la plus intéressante que j'ai. Si vous avez déjà été celle qui soutenait tout pendant que quelqu'un racontait au monde que c'était vous qu'on portait, j'aimerais entendre votre histoire aussi. Parce que je vous le promets, vous savez déjà exactement où vous vous tenez. Il vous suffit de baisser les yeux pour voir quel nom est inscrit sur le sol sous vos pieds.